Donc petit disclaimer, j'ai eu 40 minutes de rush, je sais pas combien de temps fera la vidéo, je vais faire au mieux pour qu'elle dure 20 minutes. Mais en tout cas, je vous invite vraiment, même si elle dure plus longtemps, à la regarder en entier, même si vous la regardez pas tout d'un coup, parce qu'on va vraiment parler de 20 films quand même. Donc 20 films qui pour la plupart sont vraiment intéressants, même si ils sont dans mes déceptions. Vous verrez, je pense que ça vaut vraiment le coup de tout regarder, même si vous le faites en 2 fois. En tout cas, je vais faire au mieux pour que ça dure moins de 30 minutes. Voilà. Bonjour à tous, ici le Geek à lunettes et on se retrouve aujourd'hui toujours avec la veste pour la suite des vidéos bilan de l'année 2018. Aujourd'hui on parle de mes surprises et de mes déceptions en mettant 2 films en liaison sur un même thème, un qui est une surprise, l'autre qui est une déception. Plutôt simple, il y a 10 couples, comme pour les tops et les flops, 10 surprises, 10 déceptions. Vu qu'il y avait un film, je ne vais pas mettre les bandes d'annonce comme pour les flops et les tops, parce que sinon la vidéo va durer des heures. Par contre, je mettrai les affiches bien évidemment, et on va commencer tout de suite sans perdre plus de temps. On commence avec les films d'animation. Quel est le film d'animation qui m'a le plus surpris cette année? Eh bien, c'est Astérix et la potion magique. Je ne m'attendais pas à un film aussi bon. J'en ai fait une critique, je vous invite à la voir, je la mets en fiche ici aussi. Je crois que c'est ici, je me souviens jamais du côté parce que ma caméra tourne. Donc je mets la critique de Astérix et le secret de potion magique en fiche juste ici. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai rien d'autre à dire, tout est dit dans ma critique, c'était vraiment une très très bonne surprise, bien meilleure que le domaine des dieux. J'ai adoré l'histoire, voilà, et on se concentre beaucoup plus sur Panoramix que sur Astérix et Obélix, et ça fait plaisir de voir ça. Par contre, celui qui m'a déçu, bon, petite déception, vous allez voir que c'est un très bon film quand même, il est même très haut dans mon classement, c'est Les Indestructibles 2. Pourquoi j'ai été déçu des Indestructibles 2? Eh bien parce que ça fait 14 ans qu'on attendait la suite, et malgré que le film soit bon, malgré qu'il y ait des prouesses de réalisation, des idées exploitées jusqu'au maximum, comme la scène de la moto par exemple, et le fait d'inverser les rôles avec Bob à la maison, la scène de Jack qui est magnifique, et Hélène qui, elle, fait le taf de super-héros, eh bien le méchant n'est pas au niveau, je trouve. Malheureusement, comparé à Syndrome, qui était vraiment le méchant absolu de ce qu'on pouvait faire dans un film de super-héros, un fan d'un ancien super-héros qui devient méchant, c'était génial. Et bah là, on n'arrive pas à retrouver la même aura pour ce méchant qui est... Je trouve ses motivations sont assez nulles, quoi, assez pas importantes. Mais le film est très bon, c'est juste que voilà, le méchant m'a déçu, et avec beaucoup trop d'attentes, j'ai été déçu de voir que le méchant n'était pas au rendez-vous. C'est bien dommage, mais écoutez, sinon, au niveau de la VF, tout le monde a gueulé sur Louane, je trouve que je ne savais pas en fait que c'était Louane qui doublait Violette. Je l'ai su après le film, et moi j'ai pas trouvé de différence entre les deux, j'ai vu le 1 une semaine ou 2-3 jours avant, ça ne m'avait pas choqué, enfin voilà. Pour Les Indestructibles 2, j'en ai fait une critique aussi, je la mets en fiche, allez la voir, en tout cas je répète, c'est un très bon film, j'ai juste été déçu du méchant, c'est pour ça qu'il est là. On passe à 2 films américains très mal distribués, dont un qui n'est même pas sorti en France, que j'ai vu par d'autres moyens, et c'est la surprise de ce couple, c'est Tag. Donc Tag, qu'est-ce que c'est? C'est une bande de potes, ils sont 5, et ça fait depuis le lycée qu'ils font une partie de tag tous les mois de mai. En gros, pendant tout le mois de mai, ils se cherchent à quelqu'un qu'ils appellent le tag, je l'ai vu en version québécoise. Ils appellent ça le tag, donc en fait, en gros, il est touché, c'est une partie de chat, en gros, si vous voulez. Ils doivent lui courir après, le toucher et dire je t'ai tagué, machin, et c'est à lui de toucher les autres. Et en fait, il y a un personnage, joué par Jeremy Renner, je ne me souviens plus des prénoms, qui lui n'a jamais été tagué. Et donc en fait, c'est le mois de son mariage, cette année-là, ça bien 15-20 ans après. Et donc le personnage qui est joué par Ed Helms dans le film, celui qui est dans Very Bad Trip, vous savez, qui a le tatouage sur le visage et qui s'est marié avec une stripteaseuse, et il revient voir ses anciens potes, il leur dit cette année il faut qu'on tag le personnage de Jeremy Renner, Jerry je crois, c'est ça, Jerry. Il faut qu'on tag le personnage de Jerry. C'est notre dernière chance, c'est la dernière saison, machin. Et donc il va s'en suivre que tout le monde va rentrer dans le truc alors que les gars sont casés. Par exemple, le personnage joué par John Hamm, il a un boulot, il est chef d'une super entreprise et tout. Il va quand même partir, laisser son entreprise et aller faire cette chasse au tag. C'est un pur délire, c'est vraiment très très drôle, j'ai vraiment adoré. Le concept de base est respecté jusqu'au bout, j'ai trouvé ça très très drôle. Et la fin est vraiment touchante, enfin, ça reste pas qu'une comédie basique américaine. Franchement, ça vaut vraiment le coup de regarder. Donc si vous le trouvez sur des plateformes, disons, pas forcément légales ou achetez-le en DVD, et ça vaut vraiment le coup de le rattraper parce que c'est un très bon film, très très bon. Donc dans le film, les 5 potes sont joués par Hannibal Buress, Jake Johnson, Ed Helms, John Hamm et Jeremy Renner. Franchement, ça vaut vraiment le coup, foncez, c'est super drôle.
Et le film qui m'a déçu dans cette liste, même si à la sortie de la salle j'avais plutôt apprécié, je n'ai pas fait de critique non plus, c'est Downsizing, parce que lui ne respecte pas son concept jusqu'au bout en fait. Le fait de rapetisser les gens à cause d'un problème de surpopulation et tout, bah toute la première partie du film, la première moitié en fait, vraiment sympa, respecte ce concept, Matt Damon avec sa femme qui se prépare à être rapetissé, c'est vraiment sympa, on voit toute l'évolution, le fait d'être plus riche, les petites maisons, dans le train aussi, ceux qui voyagent dans les compartiments pour petites personnes justement. Et donc Matt Damon fait la démarche et du coup sa femme ne le suit pas, ne veut plus. Et le personnage joué par Christophe Waltz qui est en fait un trafiquant d'alcool, de vodka. Et du coup il fait venir les grosses bouteilles de vodka, c'est génial puisque du coup elles sont à la grosse taille et lui est tout petit. C'est super sympa. Et à partir de ce moment où il rencontre le personnage de Christophe Waltz, ça va partir un peu dans n'importe quoi. Il va rencontrer qu'en fait tout n'est pas rose dans ce monde avec les bidonvilles, etc. Ça va devenir une fable un peu écolo. C'est parti dans autre chose, ça n'exploite pas le concept jusqu'au bout et c'est bien dommage. C'est pas un mauvais film en soi, c'est sympathique, c'est un des premiers que j'ai vu dans l'année, je crois le 3e ou 4e. Mais c'est vrai que passer après Three Billboards, qui lui est 16e de mon classement de cette année, voilà, c'est compliqué quoi. On va passer maintenant à 2 films d'action avec 2 grosses stars. Et l'un qui était censé être la suite d'un super premier film, l'autre qui était parti pour être vraiment le nanar de l'année, et ben vous inversez ça et vous avez ma surprise et ma déception. Robin des Bois, j'ai kiffé. Alors oui, c'est censé être un nanar, oui, ça n'a aucun sens parce que t'as l'impression qu'ils sont dans Call of Duty avec des flèches quoi. Mais qu'est-ce que c'est dingue, j'ai pris un pied. Ah vous appelez ça un plaisir coupable si vous voulez. Moi j'ai vraiment kiffé Robin des Bois. Je trouve que Taron Egerton c'est un très bon acteur. Jamie Foxx est parfait dans le rôle de Petit Jean. Et mon Dieu, Ben Mendelsohn, mais ce type, partout où il va, il fait des étincelles, quoi. Ce gars, mais en méchant, en shérif de Nottingham, mais qu'est-ce que c'était bien. Waouh, j'ai adoré. J'ai rien d'autre à dire, il sort des répliques, je vais t'ébouillanter dans ta propre piste, mais c'est quoi cette réplique? C'est énorme. Et c'est ça tout le long du film, c'est génial. Ben est vraiment très bien. Il y a quand même ce côté un peu je remets ça dans mon époque et tout, avec les flèches quand il part en croisade, t'as l'impression c'est vraiment des tirs de mitraillette, mais c'est vraiment génial. J'ai vraiment kiffé. On voit tout de suite que Robin de Loxley est quand même quelqu'un d'assez noble de base et qui a des valeurs, et c'est plutôt cool. On le montre pas comme un noble chiant, en fait, comme un noble charlatan. Il veut juste pas avoir à faire à tout ça, il veut rester chez lui tranquille. Malheureusement, il peut pas. Non, c'est vraiment cool, c'est vraiment bien. Robin des Bois, pour une soirée entre potes, c'était vraiment cool. Je l'ai vu avec des potes et mon père, et franchement, c'était vachement cool, vachement sympa. Celui qui m'a déçu, par contre, c'est Equalizer 2, parce qu'il n'est pas au niveau du premier. Et à part la scène de fin qui est vraiment sympa, vraiment cool, vraiment dingue, je trouve qu'il n'y a rien de très intéressant et en plus on voit tout de suite qui est le méchant. Enfin, tu le sens à 2 km, c'est le cliché de base. C'est dommage, mais il y avait mieux à faire peut-être, mais ça reste pas un mauvais film en soi, c'est juste une grosse déception parce que le premier était vraiment dingue et je m'attendais à quelque chose d'aussi bien et malheureusement c'est pas ce qui s'est passé. Ah, on va parler de super-héros, il fallait bien y arriver. J'ai fait une critique du premier, Aquaman. Sans surprise, c'est une très grosse surprise. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très mauvais. Et Aquaman était une grosse surprise. Donc allez checker ça. Ma petite critique juste là si vous voulez en savoir plus sur Aquaman. Et la déception, c'est Deadpool 2. Malgré que le 1 soit bien sympa, même si c'était pas vraiment le Deadpool des comics, j'attendais beaucoup ce 2 parce qu'il teasait la X-Force qui est là 2 minutes, même pas. Ça ne sert absolument à rien. Et surtout, il teasait Cable. Alors, Cable ou Câble en français comme vous voulez, est très bien réussi. Josh Brolin est excellent. Mais ils en ont fait trop, c'est vraiment très pipi caca, très sexuel, très black méta, beaucoup trop au niveau des black méta. Ouais, Josh Brolin, wow, tu es Thanos, machin, on s'en fiche, c'est pas ce qu'est Deadpool, normalement il est vraiment beaucoup plus schizophrène que ça, c'est dommage qu'il l'exploite pas, et puis surtout cet humour pipi caca, ça m'a pas plu du tout, j'ai pas trouvé ça super cool. Alors cette histoire de passage dans le temps avec le gars qui devient une sorte de maître du temps, comme dans Looper en fait, en gros, avec Cable, c'est sympa, mais c'est juste ça qui est sympa dans le film, voilà. Au final, j'avais bien aimé, j'ai mis 14 sur 20 en sortant, je mets toujours mes notes à chaud, après je les revois pas. Mais plus j'y pense, plus je trouve que c'était pas sincèrement un bon film. Et là en plus, il faut une version PG-13 pour Noël, qui est sortie au cinéma, je ne comprends pas. Enfin bref, voilà, Deadpool 2 c'était pas génial. Regardez le 1 plusieurs fois si vous voulez, c'est sympa, le 1 c'est très bien.
Le 2, ça vaut pas le coup. Alors, on va parler de machines. On va parler de machines pour ce 5e couple. Bumblebee, grosse surprise. Je m'attendais pas à un truc vraiment grandiose, je m'attendais à un film sympa, et en fait, vraiment, c'est plus que ça. C'est plus que ça, c'est plus qu'un film sympa, c'est un bon film, j'ai mis 16 sur 20. Donc allez voir ma critique, voilà, si vous voulez plus de détails sur Bumblebee, ça vaut vraiment le coup, il est vraiment sympa, vraiment très bien ce film. Et pour les déceptions, on va parler du coup de 2 films ce coup-ci. On va parler de Next Generation. Je lui ai mis 12 sur 20 Next Generation, parce que ça partait plutôt bien. Et en fait, je me rends compte que c'est un petit peu un copier-coller de Big Hero 6 quand même, avec ce petit robot qui arrive. Oh, c'est pas très discret les gars, hein. C'est pas très discret du tout. Ça reste néanmoins sympa, mais sans plus. Je m'attendais, et vu la bande-annonce, il le vendait. Je l'ai regardé tout de suite dans la foulée en fait. Mais vu les premières images du truc, ça se vendait quelque chose de vraiment très bien. Et à la fin, ça part vraiment en cacahuète, et puis c'est un gros copier de Big Hero 6, quoi, voilà. Et le deuxième, c'est assez affligeant, la qualité du film, je lui ai mis 5 sur 20. C'est toujours un film Netflix. C'est AXL, c'est un gars qui tombe sur un chien robot, il faisait de la motocross. Que dire. J'ai rien à dire d'autre, ne regardez pas AXL, quoi, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est ce que vous voulez. Suivant. Alors là, on va s'attaquer à quelque chose de très compliqué, de 2 films de braquage. Je vais commencer par la déception parce que la surprise, il faut qu'on en parle. Donc, Unhaste, c'est sur Netflix, j'ai mis 6 sur 20. En gros, l'histoire, c'est 4 amis pour éviter que leur école ferme et que toutes les associations et activités auxiliaires à l'école s'arrêtent totalement, ont décidé de braquer l'endroit où ils fabriquent des pièces dans leur ville. C'est nul, le braquage n'a aucun intérêt, enfin c'est vraiment pas bien du tout, c'est vraiment pas bon. Bof, très très bof ce film, enfin voilà, du même niveau qu'AXL. Et là on arrive à ma grosse surprise, parce que moi je lui ai mis 15 sur 20, j'étais tout seul avec mon père dans la salle, on a bien kiffé. Ocean's 8. Je sais que beaucoup le mettent dans leur flop et n'aiment pas ce film. Je comprends pas. Alors certes, il n'est pas au niveau de Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13. D'ailleurs, Ocean 13 c'est mon préféré. Mais Ocean's 8, il est bien, putain. Ok, ça reprend un peu la même histoire que le 1. Ok, ça vole des bijoux, mais les bijoux, elles les gardent pas. Les bijoux, elles vont les vendre pour avoir du fric. C'est juste que voilà, il y avait cette exposition, c'est le thème du braquage. Ils auraient pu braquer de l'argent, mais ça, pour moi, ça m'est égal, peu importe. Ok, peut-être qu'on en fait trop en marketant sur le fait film féministe, mais on s'en fiche que l'équipe soit une équipe de femmes, une équipe de gars. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt, c'est juste le marketing qui se plante dans le but de faire vendre le film. Certes, il y a cette envie d'attirer le public féminin sur ce genre de film qui n'est pas forcément leur première cible. Mais moi, que ce soit des femmes ou des hommes qui font un braquage, j'en ai rien à faire tant que c'est une bonne histoire. Et c'est une bonne histoire, et c'est bien fait. En tout cas, moi, j'ai été pris jusqu'au bout, et je ne m'attendais pas au twist final. Moi, j'ai trouvé ça très bien. Voilà. Certes, c'est pas du Soderbergh, mais vu que c'est pas lui qui réalise, il fallait pas s'attendre à avoir du Soderbergh. Moi, j'ai bien aimé. Voilà. Sandra Bullock est très bonne en cousine de Danny Ocean. Cousine ou sœur de Danny Ocean. Enfin, je vois pas où est le problème, franchement. Moi, j'ai trouvé ce film très, très bon, et il est dans mes surprises de l'année. Parce que tout le monde en disait du mal, je suis allé le voir sans attendre, sans rien, et il est très bon au final pour ma part. Voilà. On va s'intéresser maintenant à toujours des films d'action, mais des films d'action de franchise, donc des suites de films d'action. Et la grosse surprise, qui a failli arriver dans mon top, je vais regarder où est-ce qu'il est, je l'ai mis en 19e position. Mission Impossible Fallout, le 6e opus de cette saga, qui est très bon. Pourquoi il n'est pas dans mon top? Parce que c'est pas le meilleur Mission Impossible. Pour moi, il y a eu un changement total entre le 1, 2, 3, qui sont très bons, et quand on est arrivé au 4, 5, 6, alors là, j'hésite encore à savoir si c'est Rogue Nation ou Protocol Phantom qui est mon préféré. Je pencherai plus pour Rogue Nation parce qu'il y a tellement de choses ouf dans ce film. La scène de l'escalade de la tour de Dubaï dans Protocol Phantom, je sais pas, je me tâte encore, mais en tout cas, Fallout est très bon, peut-être même au niveau du 4 et du 5. Mais c'est encore trop chaud dans mon esprit pour savoir, c'est pour ça qu'il n'est pas dans le top. Mais il est très 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 bon, beaucoup l'ont mis dans leur top. Peut-être qu'ils ont plus de recul que moi, ou peut-être plus aimé que moi celui-ci, mais je répète que je l'ai beaucoup aimé. Henry Cavill en méchant, c'était une super idée de casting, ça passe très bien. C'est peut-être là le point, on se rend trop vite compte que c'est lui le méchant. Et par contre, cette magnifique scène à Paris avec ce faux attentat et la flic qui se fait tirer dessus, ça résonne beaucoup parce qu'il y a eu le 13 novembre.
il y a eu le Bataclan, des choses comme ça, et pour nous les Français, puis le fait de faire ça à Paris, ça résonne énormément. Cette scène mérite en tout cas beaucoup d'admiration, et c'est une des plus belles scènes du film, et surtout cette course-poursuite dans les rues de Paris. Voilà, franchement, très bonne scène, et très bon film pour moi. Et du coup, la déception de ces films de franchise, c'est Le Labyrinthe 3, Le Remède Mortel, parce que je trouve que la conclusion est pas... Voilà, c'est pas la conclusion auquel on s'attendait. Le 1 était très bien, le 2 un peu moins, et là le 3 c'est pas du tout la conclusion à laquelle je m'attendais. Je trouve qu'il manque quelque chose, quoi. Ça finit pas de façon épique. Ils osent tuer par contre des personnages très attachants. Je trouvais ça couillu entre guillemets. Par contre, ouais, on se retrouve tombé des nues. Parce que peut-être on s'attend pas à ça dans un film ado jeunesse, quoi. Surtout pour clôturer une saga. Peut-être que c'est ça en fait qui fait que je suis déçu de ce film. Voilà pour Le Labyrinthe 3, voilà pour Mission Impossible Fallout. On passe à deux films de genre, l'un est danois, l'autre est français. Je vais en parler, même si c'est pas réellement une déception, parce qu'il faut soutenir ce genre de film, mais voilà, j'ai pas été transcendé. C'est juste pour ça qu'il est là et qu'il fallait le mettre contre un autre film que j'ai beaucoup aimé. Et en film de genre, en France, on en a pas beaucoup et je tenais à en parler, donc c'est une mini déception, c'est juste parce que j'ai pas été transcendé par le film. C'est L'Empereur de Paris. Vincent Cassel est très bon dans son rôle. C'est juste que je m'attendais peut-être à plus de choses et moins une histoire un peu romancée, cette histoire d'amour, etc. Il y a 2-3 comparatifs sympas avec la Légion d'honneur, on va finir par la donner à tout le monde. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. C'est plutôt bien fait et c'est Napoléon qui a mis ça en place, la Légion d'honneur. Hein. C'est vraiment pour récompenser les hautes têtes de l'État et puis c'est vraiment ce qui se passe, quoi. Cette petite blague sur on va finir par la donner à tout le monde, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Cette histoire de bagne avec Vidocq, son retour, etc. pour se laver de ses crimes, ça me fait penser un peu à l'histoire de Ménure, donc j'aime bien que deux films qui n'ont absolument rien à voir comme ça se rencontrent, à part que ce soit deux films historiques. Je pense que le réalisateur n'avait aucunement l'idée en tête de faire une association entre ces deux films. Cette histoire entre l'histoire de Messala et de Judas, en fait, se ressent beaucoup entre celle de Vidocq et son pote Stanislas. Je trouve qu'il y a cette pète de fraternité qui est assez retentissante. En fait, c'est plutôt sympa. Moi, j'ai trouvé un joli parallèle entre les deux. Pour terminer sur Vidocq, quand on le voit, le dernier plan, on ne sait pas s'il dit non ou oui, mais moi, je pense qu'avec la réalisation qu'a voulu mettre en place le réalisateur, je pense qu'il dit non. En fait, on le voit sortir, ouvrir la grille, et on le voit, donc à travers cette grille, avec toutes les armées napoléoniennes en train de marcher au pas, etc. Et on le voit marcher librement parmi ces armées, quoi, alors qu'il est entouré de flics, quoi, entouré de militaires. Il avance tranquillement, et là, la caméra s'élève au fur et à mesure, dépasse la grille, et on voit le drapeau français flotter comme ça au vent et s'amener sur l'horizon de Paris. Donc je pense qu'il dira non parce que ça reflète en fait la liberté qu'il veut garder, voilà, au-delà des symboles français, des symboles napoléoniens et tout. Je pense qu'il dirait non. Voilà, pour ceux qui ont vu le film. Très très beau ce plan de fin et malgré le fait que voilà, j'ai pas été transcendé par le film, il y a quand même 2-3 touches de réalisation qui m'ont choqué et cette relation entre Bénure et ce film, je trouve ça assez intéressant. Et je voulais absolument vous parler de ce film, c'est The Guilty, c'est un film danois, un huis clos en fait. Toute l'histoire est racontée au téléphone. Le gars est dans une borne d'urgence. Voilà, il reçoit un appel d'une dame. On entend un gars qui dit raccroche, maintenant raccroche. En fait, il fait comme s'il parlait à sa fille. Et le gars, on sent qu'il a fait des erreurs dans sa carrière de flic et qu'il en a marre d'être là, mais en fait, il va avoir à cœur de terminer cette histoire, de résoudre l'histoire. Et tout se passe au téléphone. Voilà, il y a une seule pièce dans le film, dans la borne d'appel, quoi. C'est génial, c'est super. Je l'ai vu dans une soirée spéciale avec The Guilty et Searching. Searching, on en parlera dans une autre vidéo. Et franchement, voilà, j'ai été bluffé. J'ai été bluffé par The Guilty, je pense que je ne l'aurais pas vu de mon propre chef. Searching, j'avais vraiment envie de le voir, et il y avait cette soirée thriller, donc un film à 19, un film à 21, et j'y suis allé avec mon père, comme d'habitude j'ai envie de vous dire, mais en tout cas on a passé une super soirée avec ces deux films, et The Guilty est une énorme surprise, et je vous encourage beaucoup à aller voir The Guilty, j'en dirai pas plus, parce qu'il faut que vous voyez ce film. Voilà. Plus que 2 catégories. Et je vais garder les comédies romantiques pour la fin, je pense. On va parler de films biopic historiques. Je pense que vous savez de quel biopic on va parler. On va d'abord parler de la surprise. Outlaw King sur Netflix. Waouh! Historiquement romancé, je ne sais pas si c'est réellement arrivé, je pense que oui. Hein. Ce roi hors-la-loi, ce roi d'Écosse en fait, qui avec les autres tribus écossaises ont voulu reprendre leur liberté. Ce sont les Bruce, je crois, c'est ça, qui sont les rois d'Écosse. Et le fils, lorsque son père meurt et qu'il voit le bras de William Wallace arraché, se dit que même s'il a prêté allégeance à la couronne anglaise, se doit de se rebeller et de remettre son pays sur le droit chemin et de reprendre leur indépendance. Et franchement, c'est bien foutu et Chris Pine est super dans son rôle. Franchement, vraiment bien, Chris Pine est
très très bon dans son rôle. Je m'attendais pas à quelque chose d'aussi qualitatif au niveau historique, au niveau retranscription historique pour un film Netflix. Mais en tout cas, c'est un film très très bon, une très très bonne surprise. Je vous encourage vraiment à le regarder. Je lui ai mis 15 sur 20 à Outlooking. La bataille de fin est vraiment très très bien, quoi. Vraiment super bien faite. Il est encore sur Netflix, foncez le voir, quoi. N'hésitez pas, faut pas hésiter. Et la déception, même si j'ai bien aimé le film et qu'il y a une critique que je vous invite à aller voir, je m'en fiche. Bohemian Rhapsody. Pourquoi la déception? Parce que ce film est très bon, j'aime beaucoup ce film. En fait, il y a beaucoup d'erreurs historiques. Parce qu'il a découvert que le sida, il l'avait après le Live Aid. Ils ont fait des albums solo chacun de leur côté sans jamais que le groupe se sépare. Le groupe s'est vraiment jamais séparé. Et on parle pas réellement de la sexualité de Freddie. On n'aborde pas réellement son homosexualité et c'est dommage. Je pense qu'en fait, beaucoup de gens ont énormément d'affect pour ce film parce que la musique de Queen, quoi. Ah! J'en attendais beaucoup, j'ai été content en sortant, et plus j'y repense, plus je suis un peu déçu, parce que je me dis, ouais, c'est la musique en fait. C'est la musique qui a fait ça. Puis oui, le gars qui refuse Bohemian Rhapsody n'a jamais existé, ce producteur. Donc après, oui, alors, on s'attend pas, c'est ce que je disais, j'ai commenté 2-3 publications là-dessus, on s'attend pas à ce qu'un biopic soit l'histoire réelle. On s'attend que ce soit romancé, c'est normal, puisque c'est un film. Si on veut connaître l'histoire réelle, on regarde des documentaires. Donc je peux pas vraiment reprocher ça. Par contre, je peux reprocher le fait qu'on n'aborde pas les points essentiels et qu'on fait pas réellement une légende et qu'on fait pas réellement honneur à Freddie Mercury. On aurait dû continuer et finir l'histoire avec sa mort du sida et aborder plus son homosexualité et en disant voilà, il a réussi à enregistrer The Show Must Go On 2 jours avant qu'il meure. Ça, c'est incroyable, ça, c'est vraiment bien, quoi. On aurait dû parler de David Bowie avec Under Pressure, on n'en parle pas tant que ça, c'est dommage. Puisque voilà, on aurait pu rendre hommage en même temps à David Bowie un petit peu. Voilà, je pense que les gens ont eu un affect à cause des musiques, quoi. En tout cas, j'ai la critique qui est là, allez-y si vous voulez en savoir un peu plus. C'est dommage, mais en tout cas, il y a une chose que je ne peux pas nier, c'est que le Live Aid est incroyable à la fin. Voilà, c'est vraiment la scène de bravoure du film, le Live Aid de 20 minutes est exceptionnel. Et on termine avec les comédies romantiques, et il y a 2 comédies romantiques que je vais vous parler dans les surprises, et une en déception, donc on va commencer par la déception. C'est même pas une déception, c'est vraiment pas bien. C'est Sierra Burgess is a Loser. C'est un film Netflix, c'est pas bien. C'est une comédie romantique vraiment très basique. Et en plus, il y a une culture un peu de... Il y a une scène qui est un peu bizarre. Le fait que ce soit une fille, j'ai l'impression que ça a été beaucoup plus accepté. En fait, l'histoire, c'est que Sierra se fait passer pour une autre fille, une fille beaucoup plus populaire, beaucoup plus jolie. Et du coup, elles deviennent potes alors que normalement, elle l'aime pas. Et elle fait croire au mec pendant tout le film qu'elle est cette fille jolie, canon, pas un peu enveloppée comme les Sierra. C'est celle qui joue, comment elle s'appelle, Ethel dans Riverdale. Et puis il y a une scène, voilà, où le gars sort avec la fille, du coup, et il veut l'embrasser. Il lui dit, bah attends, bande-toi les yeux, ferme les yeux, n'ouvre pas les yeux, tu me promets machin. Sierra est là, et Sierra, du coup, pendant que le garçon a les yeux fermés, l'embrasse, quoi. Je trouve ça un peu malsain quand même, hein. J'irais pas jusqu'à dire que c'est du viol, mais c'est quand même une agression sexuelle, quoi, puisque le mec est pas consentant pour embrasser Sierra, il était plutôt consentant pour embrasser l'autre fille. Et j'ai l'impression que le fait que ce soit une fille qui fasse ça, c'est beaucoup plus accepté. Je trouve ça pas très bien, quoi, de montrer ce genre d'image, quoi. Puis c'est basique, et puis à la fin il la pardonne, machin, enfin aucun intérêt, puis assez malsain dans 2-3 trucs, quoi. Une autre identité, enfin voilà, quoi. J'ai pas trouvé ça cool, quoi. Par contre, on va parler de When We First Met, un autre film Netflix, qui là est vraiment très très bon, avec Adam Devine, donc il fait un film vraiment pourri avec Game Over. Et puis là, il est très très bon dans son rôle. La fille qui joue avec lui dans When We First Met, c'est Alexandra Daddario, qui a joué dans Baywatch, dans San Andreas. Elle joue dans True Detective aussi, puis celle qui jouait la fille d'Athena dans Percy Jackson, le voleur de foudre. Donc ouais, franchement, super sympa cette idée de remonter dans le temps et de selon comment tu fais les choses différemment, ta vie est totalement influée, c'est l'histoire de l'effet papillon. C'est vraiment sympa, c'est vraiment cool. Il va essayer plusieurs choses et t'as l'impression que le film est toujours fini, en fait ça va toujours plus loin. C'est vraiment très très bien fait, quoi. Je trouve vraiment ça super sympa et Adam Devine, le personnage d'Adam Devine est très attachant, très touchant. C'est vraiment cool, quoi. Donc je vous invite vraiment à regarder When We First Met, j'en dirai pas plus, il est sur Netflix. Foncez, il n'y a aucun doute à avoir, c'est une très bonne comédie romantique, un truc vraiment sympa. Et le deuxième, c'est Little Italy, je tenais vraiment à en parler parce que c'est le retour d'Hayden Christensen. Je l'avais jamais vu dans un film depuis Jumper. On sent qu'il a pris un coup de vieux, hein. Mais il joue encore très bien. Moi je l'ai jamais trouvé si mauvais que ça, à part peut-être dans le 2. Mais c'est pas réellement sa faute, c'est vraiment que George Lucas sait pas vraiment diriger ses acteurs, quoi. C'est le problème. Mais dans Star Wars 3, il était très bon, et même dans Jumper, j'ai beaucoup aimé, toujours avec Samuel L. Jackson d'ailleurs, dans le rôle du méchant.
Et il n'y a pas eu de suite, c'est bien dommage. Je sais pas s'il y a des bouquins, j'aimerais bien lire la suite, quoi. En tout cas, s'il y a des bouquins qui existent. Dans la petite Italie du Canada, il y a toujours des quartiers, vous savez, Chinatown, Little Italy, dans toutes les villes américaines. Bah là, voilà, on est au Canada et il y a ces deux familles ennemies, voilà, qui se battent pour savoir qui fait la meilleure pizza. Et donc lui, le personnage de Hayden Christensen fait partie d'une famille et sa petite amie qui était partie à Londres et elle de l'autre famille, quoi. Donc c'est un peu un Roméo et Juliette des temps modernes, un peu plus chill, un peu plus cool. Mais c'était sympa. Et puis cette histoire, c'est rare que c'est pas souvent ce genre d'histoire qui se passe au Canada, histoire de pizza. Dans une comédie romantique, j'ai jamais vu trop ça, quoi. Puis c'est très bon enfant, quoi. Donc le fait de remettre du Roméo et Juliette de façon bon enfant, j'ai jamais trop vu ça. Donc c'est plutôt cool. Enfin voilà, je vous invite vraiment à regarder Little Italy aussi si vous le trouvez en DVD ou plateforme pas super légale. Voilà pour ces surprises et déceptions. Donc n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner si la vidéo vous a plu, à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, quelles sont vos surprises et vos déceptions. Je sais il y a beaucoup de vidéos en ce début d'année, mais c'est parce que voilà, parce que les bilans de fin d'année, voilà, il fallait forcément les tourner. Je les ai tournés en décembre tous. Donc voilà. Et d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai changé le poster derrière. Je me suis dit que on arrive sur les tops, faut teaser un petit peu. J'ai teasé 2 films dans mes tops là, pas les places encore, mais en tout cas, vous avez 2 films qui sont teasés pour mes tops. Voilà, je vous dis dans 2 jours pour les tops. C'était Lucas Lutet, finite in cantatem.